Désolé des retours. Alors, on reçoit pour vous le coach Eugène Kandolo. Let's enjoy the moment. Let's go. Coach Eugène, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Comment allez-vous? Ouais, ça va. À part le soleil de la capitale, mais ça va. Alors, vous êtes un visage qu'on ne cesse de voir partout, avec des hommes d'État, dans des conférences et beaucoup d'autres activités. Dites-nous un peu qui est Eugène Kandolo. Ah, l'énigme compliquée à définir, mais comme je l'ai dit, Eugène Kandolo, c'est le nom que mes parents m'ont donné, cas possible pour les publics. Voilà, aujourd'hui il y a des citations qui sont attachées à mon nom, faute de repères, soyons des repères, impacting people, donc c'est en fait ça, mais pour dire en un mot comme en mille, c'est multicasquette, expert en communication dans le fond, breveté de plusieurs autres orientations domainales comme le leadership, la gouvernance, les questions électorales. Mais je suis un auteur, je me l'ai dire, sans faire la fausse modestie, auteur à succès, parce que Bâtir sa propre légende n'est pas une légende, fait son parcours un peu partout. Hier, j'étais en train de publier une bonne nouvelle, Leadership transformationnel Sens et Essence a été traduit en russe. Oh oui, c'est flatteur, et édité là. Alors donc c'est voilà, donc c'est un peu toutes ces casquettes, mentor et coach, mentor de plusieurs jeunes, coach de personnalité, parce qu'il faut faire la démarcation. En tant que coach, je ne suis pas coach de la jeunesse, je suis coach de manière transversale, coach de vie. Voilà, président de Cas Possible Group, éditeur de la maison d'édition Cas Possible, qui aujourd'hui à son actif a près de 27 livres de compatriotes édités. C'est vrai? Ouais. Préfacier de plusieurs livres de Congolais et de non-congolais. Il y a des auteurs sénégalais que j'ai préfacés, donc je crois que je peux aussi avoir déjà plus d'une vingtaine de préfaces. Je pensais même faire un recueil de mes préfaces, tout ce que j'ai eu comme préface à faire, en sortir comme un recueil. Donc bref, c'est un peu tout ça. Voilà, si je peux résumer. Alors, un homme a plusieurs casquettes, mais parmi toutes ces casquettes, y a-t-il une qui prend les dessus sur les autres? La casquette qui prend les dessus sur les autres, c'est la casquette de patriote congolais et panafricaniste. Pourquoi? Parce que en fait, quand je grandissais, j'étais assez militant de la race noire, mais le danger, c'est que je pouvais tomber dans le racisme anti-blanc. Et j'ai équilibré les choses parce que je suis dans une approche existentielle décomplexée, et c'est même la démarche de mon livre Bâtir sa propre légende n'est pas une légende, parce que souvent je voyais du Congo bashing, mais aussi de la mauvaise foi, un peu de complexe de plusieurs compatriotes qui attaquaient le coach sur les réseaux sociaux, qui pensaient que nous ressassions de citations de John Maxwell, de Brian Tracy, de Zig Ziglar, et que nous étions incapables d'avoir des cerveaux qui peuvent produire des pensées, des citations, des idées, et aligner des théories de développement personnel qui peuvent puiser dans l'existentiel africain, et par conséquent c'était pour moi un défi. Donc je voulais faire un livre à la hauteur pour montrer que Dieu n'a pas donné des cerveaux que aux Américains, ou bon voilà, de manière décomplexée, avoir un livre référence du développement personnel, mais qui puise des exemples dans le panafricanisme. Mais c'est ça, la vérité que plusieurs ont fait ces genres de choses. C'est pourquoi on pensait que tous ceux qui viennent avec ce genre de propositions, ils sont de exactement. Alors, je suis toujours dans une démarche un peu comme un pionnier qui veut décomplexer certaines choses. Je ne m'empêche pas de prendre le risque d'être le premier dans un domaine. C'est comme ça que le 20 mai, par exemple, 2023, je pris le risque de faire la toute première conférence de développement personnel dans la salle Showbuzz, alors que c'est habitué à des concerts, à des soirées d'humour ou autre chose. Mais une conférence payante de développement personnel, c'était une première et la salle était pleine. Ça, il fallait le faire pour essayer un peu de faire voir aux gens que nous ne sommes pas des figurants dans cette vie, nous sommes des acteurs à part entière. Et voilà, donc c'est un peu ça la démarche.
Alors, nous parlons sur l'émergence et la disparition de plusieurs métiers, surtout en plein XXIe siècle. Qu'est-ce que vous dites de cette mutation qu'on a constatée? Mais c'est plus qu'une évidence. Claude Shannon les prophétisait, si je vais dire comme ça. C'est parmi les grands théoriciens en communication. Il parlait déjà de ce village planétaire qui est en fait l'effacement de barrières, mais ce siècle de vitesse qui fait qu'il y ait plusieurs choses qui sont appelées à disparaître, laissant place à des nouvelles choses. C'est ça même aussi la dynamique de la vie. Et les compétents d'aujourd'hui peuvent devenir des incompétents de demain, parce qu'ils doivent savoir s'adapter. Le vieux qui était dactylographe, il s'est vu pris au dépourvu quand, avec la vitesse, l'internet, l'ordinateur est venu. Donc il faut savoir s'adapter, savoir se mettre à jour. C'est vrai qu'il y a des choses permanentes. J'ai parlé tout à l'heure du livre. Au-delà du fait qu'avec la technologie aujourd'hui, on a le digital et tout ça, le feeling que l'on a en lisant un livre en papier, c'est pas disparu. Voilà. Donc j'ai plein de livres en soft, mais je n'ai pas le même feeling que quand l'ergonométrie que j'ai avec un livre en papier, c'est différent. Donc il y a des choses qui ne changeront pas. Aujourd'hui, avec la nanotechnologie, l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qui arrivent, mais autant c'est utile, autant ça n'enlève pas l'authenticité de certaines choses. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut avoir une capacité de s'adapter et rester équilibré pour ne pas tomber dans la paresse et dans le monde en fait illusoire qui ferait que par moment on se laisse aller et qu'on ne puisse plus avoir en tant qu'humain le contrôle sur la vie. Alors, parlant d'émergence de métiers, on ne peut pas parler d'émergence sans parler de l'intelligence artificielle que vous venez d'évoquer. Est-ce que cette technologie va-t-il tout rafler sur son chemin ou y a-t-il des secteurs qui ne pourra jamais toucher? Non, mais comme je l'ai dit, la technologie est l'émanation de la réflexion et de la mise en pratique de l'intelligence humaine. Parce que qui dit technologie dit l'intelligence qui est derrière une invention. C'est ça. La technologie, ça peut être l'intelligence qui est derrière ce bracelet. Ça s'appelle technologie parce que généralement, les gens voient la technologie comme quelque chose de sophistiqué qui ne doit recourir que à ce qui est informatique avec tout ça. Mais la technologie, c'est toute invention, toutes sortes d'usages que l'on fait de quelque chose ou d'un procédé qui existait déjà, qui est mise en place. Et pris sur ce plan-là, c'est l'homme qui met à jour, qui défait la technologie, et même l'IA ne s'est pas créée par soi-même. Et donc, c'est comme ça que je parlais tout à l'heure de la maîtrise. Ça veut dire que, quel que soit ce qui peut arriver, l'homme gardera le contrôle. Parce que si l'homme perd le contrôle, ça veut dire que le monde va être dans un chamboulement. Donc, c'est l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des métiers qui disparaissent, qui nous font plaisir. Imaginez la colère que vous avez chaque fois que vous êtes devant un shop et que la personne est désagréable. Pas de courtoisie, pas de sourire de vendeur, pas de manière d'approche. Alors, tu préférerais être chez toi à la maison, commander ton abonnement pour le bouquet de chaînes télévision à la maison, faire tes autres paiements à la maison pour ne pas être en phase avec cette personne qui manque de manière ou serait au plus bas mot impoli. Et donc, ces métiers-là vont disparaître. Les gens qui travaillent au front office mais qui n'ont pas conscience d'avoir une approche. Parce que qu'est-ce qui me pousserait de dire je préfère aller devant quelqu'un qui est à un front office pour aller me faire importuner alors que je peux rester chez moi à la maison avec mon téléphone grâce à Mobile Money, faire un achat, faire un abonnement, faire un transfert pour quelqu'un dans un autre compte bancaire, ainsi de suite. Donc, il y a des métiers comme ça qui vont disparaître. Et ça, c'est pour notre bon plaisir. Hein. Ok. Alors, vous êtes aussi coach, vous l'avez dit, mais vous pensez, qu'est-ce qui est à l'origine parce qu'aujourd'hui, on voit, en dehors de vous qui êtes les pionniers, mais on voit plusieurs coachs aussi naître par-ci, par-là. En tout cas, il y a plusieurs... Et aussi plusieurs à mourir après 48 heures. Ouais. Plusieurs de donneurs de leçons. Alors, qui est censé nous donner ces genres de leçons? Si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui est bien réputé par rapport à ce travail, ce métier, mais on voit, ils sortent de partout, qui sont réputés, franchement, de nous donner ces genres de leçons? Déjà, je suis très mal placé parce que moi-même, je n'aime pas des gens qui sont des donneurs de leçons. Okay. Je suis mal placé de commencer à juger qui devrait être et qui ne devait pas être. Okay. Je crois que le monde, c'est la liberté. Ouais. La démocratisation de tout ce qu'on fait, la démocratisation de la science, la démocratisation de métier, la démocratisation d'approche. Ouais. Et c'est exactement la consécration du monde actuel. N'en déplaise
à certains théoriciens qui pensent que avec l'avènement d'Internet, les idiots qui ne parlaient pas dans des bars, maintenant ils ont parole. Ce qui est important, c'est que ce qui est beau, ce qui est intelligent, ce qui est pur, parvient toujours à émerger. Ceci dit, aujourd'hui, il y a, et ça c'est né avec l'avènement de Covid. Quand tout le monde était à la maison, les gens s'ennuyaient, beaucoup de métiers sont nés. Ce qu'on appelle aujourd'hui influenceurs, c'est vraiment le Covid qui a fait émerger ça. On a commencé à Lady X, Lady Y, Lady Z, et tout ça, qui dansent un peu, qui donnent de conseils. Deux fois, ces conseils-là aident les gens. Deux fois, ils sont un peu dans les excès. Donc il faut toujours créer des équilibres. Tu vas voir une femme qui est célibataire, qui elle-même gère très mal ses relations, mais elle est en train de donner des leçons aux gens. Mais est-ce pour autant qu'on doit remettre en cause tout ce qu'elle dit? Elle peut dire quelque chose qui peut aider quelqu'un sur 1000. Et cette personne-là, son expérience client, c'est l'expérience de quelqu'un qui m'a aidé à m'en sortir d'une situation. Les 999 pourront mal parler de cette dame, mais celle-là aura un autre regard. Et donc moi je suis toujours partisan de laisser chacun évoluer, chacun s'exprimer. De toutes les façons, les résultats font cesser les contestations. Moi je ne suis pas là pour dire qui doit être coach et qui ne doit pas l'être, mais je peux exposer les éléments qui aident à ce que tu sois un coach efficace. Et le plus souvent j'ai dit, il y a deux domaines qui émergent, qui font émerger la capacité du coach. Les gens qui ont travaillé dans les ressources humaines et les gens qui ont un background en communication. Pourquoi? Quelqu'un qui a travaillé sur les ressources humaines, je prends l'exemple par exemple de coach Blanchie Manzanga. Elle est aux ressources humaines, ça va faire 15 ans ou 20 ans, elle est dans ces domaines-là. Elle est en phase avec des gens, le profil, les types de CV, les tempéraments. Ça veut dire que sur le plan comportemental, elle peut maîtriser en fait les fluctuations, les tempéraments et tout ce qui va avec. Quelqu'un qui a un background sérieux en communication, c'est de la communication qu'est née en fait la gestion de la communication de personnalité, la gestion de l'image, la gestion du tempérament. Et par conséquent, cette personne étudie mieux le comportement de la personne parce que dans la communication, il y a ce qu'on appelle la psychologie de la communication qui permet à ce que tu puisses appréhender en fait l'entité pour laquelle tu dois communiquer ou pour laquelle tu étudies les phénomènes communicationnels. Et donc, ces gens ont des atouts qui permettent à ce que tu grandisses, mais il y a de prédispositions naturelles. C'est comme ça que, autant j'encourage aux gens d'avoir des certifications qui montrent que tu as suivi un processus pour acquérir un certain nombre de connaissances, autant je dis que la certification ne suffit pas. Tu peux avoir la certification, mais ça ne rend pas efficace ton coaching ou ton emprise en tant que coach. Tu peux aussi être inné, mais tu dois être canalisé. Moi, je faisais du coaching, je ne savais même pas que ça s'appelait coaching. C'est la même chose même pour Lady Sonia. Ben, je ne connais pas très bien son parcours, mais aujourd'hui, elle a l'aura qu'elle a, elle a l'audience qu'elle a, elle est devenue une personnalité au point que même pour un concert populaire ici, un chant-pasteur l'a appelé juste pour qu'elle vienne et qu'elle dise qu'elle sera au concert même si elle n'était pas là, et ça fait du buzz. En fait, elle a atteint l'aura qui permet à ce qu'elle peut même engager d'autres bénéfices passifs à cause juste de sa personnalité. C'est comme ça que le métier des slasheurs est né. Les slasheurs, ce sont des gens qui ont plusieurs casquettes, mais qui se complètent. Donc, de par sa personnalité, tu ne sais pas exactement quel est son salaire et quel est son métier, mais elle peut être égérie d'une marque le lendemain. Le matin, elle peut être celle qui annonce une campagne. Et en fait, elle utilise plusieurs, mais elle doit demeurer dans sa capacité à développer les contenus. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a ce que on appelle les créateurs des contenus. Bon, c'est ce qui fait que est-ce que les créateurs de contenus sont forcément des coachs? Est-ce que les influenceurs sont forcément des coachs? Est-ce que les coachs doivent avoir une page Facebook? Combien de fois les gens ne m'ont pas dit mais pourquoi tu n'as pas une chaîne YouTube et tu dois pourquoi vous n'avez pas? Parce que je n'aime pas les conformismes. D'accord. Et puis, je n'aime pas faire de choses pour lesquelles je n'ai pas forcément de conviction. Et la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Ça veut dire que même si tu bois de l'eau sans conviction, c'est un péché. Alors bref, pour moi, j'aime sentir quelque chose. J'aime être au fond. Mais après, il y a aussi question de timing, il y a question d'angle. Est-ce que j'apporte un plus? Ou bien je viens faire juste pour ajouter au nombre de ceux qui ont des chaînes YouTube et qui font le truc. Si par ailleurs, je considère que ce n'est pas l'activité principale de ma vie. Parce que dans la vie, tous les dons que Dieu vous donne, il faut savoir les prioriser. Moi, je coiffe par exemple.
Mais est-ce pour autant que je dois avoir un salon de coiffure? Je dois identifier c'est pourquoi Dieu m'a donné ce talent. C'est la raison même pour laquelle je vous ai posé la question sur quelle casquette prime le plus. Donc, justement, j'ai parlé du panafricaniste parce qu'en fait, ça détermine beaucoup de choses. Quand je fais des conférences, les conférences complètent mes livres. Quand je fais mes livres, les livres complètent en fait les plaidoyers que je peux faire. En fait, c'est un peu l'ensemble de cette personnalité. Je suis celui qui veut valoriser en fait le panafricain, donc le continent africain, et de le faire hisser. Et c'est comme ça que je construis, je pars du rêve congolais vers le rêve africain. Je ne peux pas prétendre être panafricain si je n'aime pas mon peuple à moi. Mais j'ai vu des gens qui se réclament panafricains, mais qui, nationalement, ils n'ont même pas d'ancrage nationaliste. Ils sont prêts à vendre le pays, mais ils se réclament de panafricain. C'est contradictoire. Donc il faut commencer par aimer sa famille, aimer son petit cercle, aimer sa communauté, aimer son pays pour arriver à être panafricain. Je crois qu'il y a des échelles. Et par conséquent, je développe cela parce que je pense que dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, dans un monde devenu village planétaire, nous devons faire entendre notre voix parce que l'Afrique est à la traînée. L'Afrique reste jusque-là, en fait, vierge et n'a pas encore exprimé ce qu'elle devrait exprimer et jouer le rôle qu'elle devrait jouer dans le concert de continent. Parlons de l'Afrique, vous l'avez dit, tout le monde le sait aujourd'hui que l'Afrique c'est l'avenir du monde. Les terres les plus arabes du monde se retrouvent en Afrique. Mais quand vous voyez la majorité des personnes qui sont prêtes à quitter l'Afrique pour aller en Europe, eux-mêmes les Européens viennent ici, alors que nous avons des richesses qui sont sous-sol. Qu'est-ce qu'il faut faire, en tout cas pour que nous-mêmes, avec l'intelligence, et pourquoi pas développer des métiers, parce que il y a quelques années... Il est vrai qu'il y a des fuites de cerveau. Je me rappelle, en 2016, je crois, je participais à un documentaire qui avait été fait sur le fuite des cerveaux. Il y a eu plusieurs personnalités qui ont été interviewées dans... On le voit dans plusieurs secteurs. Et c'est une réalité. Fuite de cerveau, c'est une réalité parce que s'il n'y a pas une politique adéquate, j'avais un ami à l'époque, il disait toujours, les Congos nous a volé notre rêve. Parce que en fait, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de piscine de natation, comment sortirez-vous de champion en natation? Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas des aires des jeux, comment les enfants seront épanouis? Parce qu'il faut toujours l'équilibre. Si nous sommes dans un pays où les seuls centres culturels qui sont là-bas sont les centres culturels des Français, des Américains, des Japonais, comment vous pouvez... Donc, il y a ça. C'est pour cela, en fait, il faut une politique bien mise en place par ceux qui gouvernent. Malheureusement, on patauge jusque-là. L'idée serait que le meilleur d'entre nous dirige. C'est ça même l'esprit de l'agora grecque. Mais malheureusement, c'est souvent les médiocres qui s'accaparent. Ils ont créé un système tel que ils font tout pour que même les compétents ne puissent pas arriver à pénétrer le système, ou soit les quelques compétents qui peuvent être là, ils vont tomber dans l'immoralité, dans le manque d'éthique, dans le désamour vis-à-vis du Congo, et par conséquent, nous pataugeons. On ne crée pas les conditions d'attirance, les conditions qui font que les gens se sentent à l'aise. Maintenant, il faudrait que tu puisses avoir un sens de patriotisme un peu plus élevé. Je me rappelle, quand en 2014, je participe au programme Ivy aux États-Unis, et à mon retour, toujours maigrichon que je suis, et beaucoup de gens, les plus courageux, m'ont taquiné en face, mais plusieurs ont murmuré derrière moi pour dire que j'étais Yuma, comment comment il peut rentrer au pays et tout ça après avoir été dans la première puissance du monde et tout ça aux États-Unis. Mais en fait, il faut être stupide, il faut être dans la négation de sa destinée pour appréhender les choses à ce niveau de la basse-cour. Mais je comprends de manière ordinaire, tu ne peux pas comprendre certaines choses si tu n'as pas élevé ton cerveau, tu n'as pas élevé ton esprit. Et mon esprit, je l'ai élevé à ce niveau, en fait, où je pense à juste titre que j'ai un rôle à jouer pour ce pays. Est-ce que j'ai dit que ceux qui sont partis ailleurs n'ont pas de rôle? Il y a d'autres. Dans la fuite des cerveaux, il y a des cerveaux qui vont étudier, qui vont apprendre beaucoup de choses à l'extérieur pour revenir. Pour le moment, malheureusement, la plupart de ceux qui sont revenus, on le voit avec les gens revenus de la diaspora, ça ne nous aide toujours pas. Il y a quelques exceptions. Tout le monde aujourd'hui acclame la meilleure de la classe, la ministre des Affaires étrangères, par exemple, dans le gouvernement. Donc, c'est une preuve qu'il y a toujours une bonne race parmi ceux qui peuvent être, malheureusement, pluriels, dans la négativité, mais ce sont des indicateurs qui montrent que on peut encore espérer. Donc je ne peux pas empêcher aux gens de partir. Les gens peuvent partir pour apprendre,
Parce que on n'a pas forcément les meilleures universités au monde. Quand on fait les classements des meilleures universités au monde, 1500 universités au monde, nous ne sommes pas dans les 1500 premières universités. En Afrique, parmi les 100 meilleures universités, aucune université congolaise. Et donc, on devrait se remettre en cause. Ces choses, je ne sais pas pourquoi on ne le regarde pas assez. On est deux fois distrait dans toutes les choses, en train de chanter. Nous sommes potentiellement riches. Mais à l'école, on nous a appris comment quitter de l'énergie potentielle à l'énergie mécanique. On devrait arriver à faire cela. Et donc, moi, je crois que c'est un combat que je porte et c'est pas un combat vain. Parce qu'il faudrait bien qu'il y ait des gens conscients qui peuvent faire des choses. J'étais rentré au pays et je suis très à l'aise d'y rester, de vivre dans la souffrance, d'expérimenter et de démontrer que dans ce pays-là, on peut s'aimer ses rêves et les voir se réaliser. Alors, merci. C'était tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on va revenir encore pour un autre, merci beaucoup. Numéro. Merci d'être passé chez Drone Production. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est par ici qu'on met un terme à ce nouvel épisode de Puzzle, au prochain numéro avec un prochain invité. À bientôt.